Bonjour à tous. Donc certains d'entre vous ont peut-être suivi le panel précédent sur la raison d'être et la mission et les outils de pilotage. Et maintenant, on va se concentrer sur le pilote, le leader responsable. Le leader avec un grand L, celui qui a du souffle, celui qui transforme, celui qui propose une vision. Et notre sujet, c'est le leader responsable, non pas celui qui pense au profit, mais celui qui pense profit, people, planète. Alors, on pourrait dire que j'ai défloré le sujet, mais en fait, il est très vaste. Et donc, on va, pour explorer ce sujet du leadership responsable, vous proposer les interventions de Bernard Sabrier, fondateur et président du groupe Unigestion, qui est un petit fonds d'investissement de 21 milliards, qui est à l'intérieur d'une fondation que vous avez créée, puisque cette fondation prime sur l'entreprise à profit, qui est le fonds d'investissement Unigestion, dont vous pourrez parler en termes d'animation, puisque vous en êtes son fondateur. Nous avons avec nous Gérald Bourg, fondateur et associé et managing partner de CNS. CNS, c'est une entreprise de conseil très réputée dans le domaine de l'énergie, de l'industrie et surtout dans le domaine du leadership. Et donc, on verra avec lui comment il définit le leadership notamment. Clément Michel, DRH de Keolis. Keolis, entreprise dont la raison d'être est la mobilité fiable et inclusive au service des humains et des territoires. Il n'y a pas d'animaux, mais il y a les humains et les territoires déjà. Ensuite, nous avons Luc Tardieu, associé et responsable de la pratique management et leadership au sein du groupe de conseil Juliette Sterwen, 450 consultants. Et Agnieszka Kmisiak, Total, DRH du groupe Total, une petite boîte dont la raison d'être est de fournir au plus grand nombre une énergie plus disponible, abordable et propre. Voilà un petit peu pour les parties prenantes de ce panel, sans jeu de mots, avec la notion de leadership responsable, bien entendu. Honneur à Bernard Sabrier pour nous ouvrir ce sujet. Et donc nous avons structuré les débats en deux parties. C'est quoi le leadership? Parce que si on vous posait la question à chacun, vous auriez sans doute tous une définition différente, tâtonnante ou affirmée de c'est quoi le leadership par rapport au pouvoir ou par rapport à la direction classique. D'accord? Donc c'est quoi le leadership? Et puis ensuite on ira deuxième temps sur c'est quoi le leadership responsable et surtout comment le mettre en œuvre. Voilà. Alors Bernard Sabrier, pour commencer sur cette question facile, c'est quoi le leadership? Et c'est quoi le leader par opposition aux dirigeants? Le leader, on le reconnaît sûrement après coup, non? Mais pour être plus sérieusement, je sais pas, peut-être le leader, c'est celui qui s'efface pour laisser place au talent et au génie des autres. C'est celui qui entraîne des femmes et des hommes autour d'une mission, autour d'un sujet. Et puis, c'est sûrement aussi celle ou celui qui sait reconnaître les grands enjeux et définir la mission. Et alors peut-être in concreto, dans la construction d'Unigestion, donc il y a un groupe dans le private equity, l'asset management, comment vous avez mis en œuvre ce leadership? Comment vous avez construit la firme Unigestion qui, à un moment où personne ne s'intéressait au private equity, s'y intéressait avant tous les autres? Mais je pense qu'aussi autour du leadership, la curiosité, c'est quelque chose d'essentiel. Donc nous, on a toujours été des gens curieux, des gens animés par au fond une grande humilité, parce que c'est un métier où on se trompe souvent, parce que les marchés ont toujours raison avant vous et après vous. Donc on s'est intéressé au private equity très tôt, comme on s'est intéressé au hedge fund très tôt, et comme on s'est intéressé à beaucoup de choses qui ont marché moins bien. Donc au fond, c'est un espèce de cheminement, de trial and error perpétuel. Au fond, vous faites des expériences, vous essayez de faire au mieux et vous voyez ce qui marche, ce qui est utile. Nous, au fond, on ne gère pas d'argent pour des clients privés, on gère de l'argent que pour des institutions, des caisses de pension, des endowments, des universités, etc. Donc, on essaie de voir d'abord ce qui, à très long terme, va être le plus porteur, non seulement en termes de résultats financiers, mais aussi de perception, d'émotionnalité pour
pour celles et ceux qui investissent au travers de nous. Alors, vous définissez le leadership par rapport à deux choses. Donc, un, le rapport à l'autre, s'effacer pour laisser la place au talent. Et deuxièmement, le leadership par rapport au risque, c'est essayer, prendre des risques et non pas forcément ne pas prendre de risques. Vous voulez développer sur le rapport au risque ou sur le rapport aux autres ? Parce que je pense que peut-être ce qui sépare le leader même du grand manager, c'est que le grand manager, je pense qu'il est prêt à prendre un certain nombre de risques qu'il arrive qu'il pense pouvoir maîtriser. Et au fond, il y a des risques que vous pensez pouvoir maîtriser et que vous ne maîtrisez pas. Il y a toujours un tel risque quelque part. Et au fond, le leader, c'est celle ou celui qui arrive à vivre plus régulièrement entouré de risques non prédictibles ou non... Et qui arrive quand même à s'y accommoder parce qu'il aura plus de vision, une meilleure flexibilité, une meilleure compréhension de certaines choses qui parfois sont difficiles à percevoir pour d'autres. Mais je ne sais pas si je l'exprime bien, je suis sûr que vous qui avez fait de la recherche... Pas de souci. Mais merci beaucoup. Gérald, la question du leadership, c'est quelque chose qui te taraude depuis tes années Korn Ferry, Technip, Heidrick & Struggles, et bien sûr CNS. Ça marche. Comment tu définis le leadership ou le leader ? Alors c'est une très bonne question. Ça va, on a quoi, 4-5 heures devant nous, c'est ça à peu près ? Un peu moins. Non, plus sérieusement, donc toi et moi par ailleurs, on a la chance d'enseigner leadership à Paris-Saclay. Donc je vais démarrer par chaque année, quand les étudiants arrivent, pour préparer la rentrée, on leur dit « dessine-moi un leader hein, », à la manière du Petit Prince. Donc on a plein, je passe les détails, plein des choses créatives, et sur la forme et sur le fond. Et à la fin, on leur dit écoutez, la bonne nouvelle, vous avez tous raison. Vous avez tous raison. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de normes. On aimerait pouvoir vous dire qu'il y a une norme ISO ou AFNOR, je ne sais quoi, du leadership, mais il n'y en a pas. Donc tout le monde a raison. Et on leur dit, mais néanmoins, ça n'empêche pas d'être peut-être un petit peu critique et de regarder d'où vient le mot leader. Hein. Je sais que c'est pas la mode aujourd'hui de comprendre et de définir les choses, mais c'est pas mal de le faire quand même. Et donc du coup, si on revient en arrière, on se dit, mais d'où il vient ce mot finalement leader ? Alors si vous faites des recherches, vous allez voir que, écrit légèrement différemment, dans les pays nordiques, il y a pas mal de siècles, un leader, c'était quelqu'un dans les montagnes, choisi par les autres pour les guider. C'est là d'où est venu le mot leader. De manière un peu plus récente dans l'histoire moderne, c'est les Anglais qui ont popularisé ce mot-là à travers la politique. Un leader, c'est un leader politique, c'est le leader d'un parti. Avec une définition très simple, mais que je trouve toujours extrêmement lumineuse, même dans l'entreprise. Un leader, c'est quelqu'un qui est soutenu par les autres en vue de prendre le pouvoir. Donc c'est très intéressant, il va être soutenu, il va prendre le pouvoir. Donc on va toujours un petit peu plus loin et avec nos étudiants, on leur dit, vous voyez, finalement, on ne peut pas définir le leadership de manière normative parce que ça dépend du contexte. Malheureusement, on le voit aujourd'hui. On le voit très, très tristement aujourd'hui d'ailleurs. Il y a des gens qui deviennent des leaders par rapport à un contexte. Et il y a 1001 manières de devenir leader à partir de sa propre équation. Peut-être qu'on aime bien prendre des risques, par exemple, c'est une caractéristique. Mais si on revient, je pense à un de nos clients dans le nucléaire, non, prendre des risques, c'est pas exactement la définition d'un leader. Au contraire, ne pas prendre des risques, c'est la définition d'un leader. Donc on voit bien qu'il y a 1001 équations qui sont liées à ça. Et puis peut-être un élément largement ignoré qui fait qu'on ne peut pas définir un leader individuellement, c'est que le leadership, c'est un sport d'équipe. Et ça, c'est que peu d'entreprises l'ont compris, mais certaines l'ont compris, c'est-à-dire travaillent sur le leadership non pas individuel, non pas un héros ou une héroïne, mais une équipe. Alors une fois qu'on a dit ça, si on est un peu provocateur, on dit ok, finalement, si on s'en tient à cette définition anglaise du parti politique, par définition, le leader, il est responsable. Donc on pourrait être provoqué, Pierre-Étienne, et dire mais qu'est-ce qu'on fait là ? Leadership responsable, par définition, le leadership est responsable. Alors pourquoi on a perdu ça de vue avec le temps ? Ça, c'est notre très humble point de vue. Si vous regardez tout ce qu'on peut lire ici ou là, de qualité parfois médiocre sur le leadership, il y a quand même beaucoup de choses qui sont écrites, vous allez voir la mode actuelle depuis quelques années, c'est une vision très narcissique qui se conjugue au verbe être. On va vous dire un jour, le leader, il est vulnérable. Le leader, il est authentique. Le leader, il est bienveillant. Je ne vais pas challenger authentique, bienveillant, vulnérable, etc., quoi qu'on pourrait le faire. Je vais challenger le fait qu'il se conjugue au verbe être.
Or, si on admet cette définition historique, le leadership se conjugue au verbe faire. Pourquoi au verbe faire? Parce qu'il prend parti. Il prend parti aujourd'hui par rapport à une vision dans 10 ans. C'est ça qui est très important. Et on va apprécier les leaders, finalement, c'est ce que vous disiez au début, a posteriori. On s'est intéressé à Churchill non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il a fait. Et c'est parce qu'il a fait qu'on s'est intéressé à qui il était. Donc, une fois qu'on a dit ça, et après je laisserai parler surtout les entreprises ici, si on accepte l'idée qu'un leader prend parti et que se conjugue au verbe faire, ça veut dire quoi faire dans l'économie, je dirais, de la transition énergétique qu'on vit actuelle. Je vais laisser passer les entreprises parler de bons exemples. Je vais donner un mauvais exemple, évidemment sans nommer l'entreprise, mais qui est intéressant. Il y a de ça 4 ans, j'avais la chance de rencontrer le CEO d'un grand constructeur automobile allemand bien connu, c'est l'un des deux, et avec son DRH. Et le but, c'était, avec le DRH, d'écouter c'est quoi les attentes du CEO par rapport au DRH. Et le CEO a dit, oh non, je n'ai pas d'attente, tout va bien, la DRH, elle est magnifique. Il y a juste un petit détail qui m'embête quand même. Ah bon, c'est quoi? La DRH, ma DRH, tue mon entreprise tous les jours. Ça, c'est le PDG. C'est le PDG qui dit, en présence de son DRH, ma DRH tue... Tout à fait. Ma DRH tue mon entreprise tous les jours. Il dit, doucement, doucement, c'est très peu sensible, doucement, mais sûrement. Alors, évidemment, on regarde ça étonné, surtout le DRH d'ailleurs. Il dit, mais comment ça? Il dit, c'est quand même simple de comprendre que dans 10 ans, 100% des voitures qui sortent de nos usines sont électriques. Quasiment 100% sont autonomes. Eh ben non, la DRH, tous les jours, me recrute des centaines d'ingénieurs moteurs, des centaines d'ingénieurs des disciplines traditionnelles. Et moi, très concrètement, c'est quoi ma responsabilité? Eh ben, dans 10 ans, je serai responsable du plus gros bain de sang social jamais vu en Allemagne. Alors que j'attendrai que ma DRH accompagne les équipes actuelles à épouser les métiers de demain. C'est ce que je comprends qui est fait chez notamment Total Energies ou j'ai vu des gens de Technip Energies, il y a pas mal d'entreprises. Mais voilà, moi je donnais plutôt en creux. Pour moi, le leadership est forcément responsable et il y a quand même pas mal d'occasions aujourd'hui d'être vraiment responsable pour préparer demain. Merci. Alors Clément, honneur aux entreprises aussi, comment est-ce que tu définis le mot leadership et comment la direction des ressources humaines de Keolis fait émerger des leaders et des leaders avec un grand L? Peut-être un petit mot sur ce qu'on fait et pourquoi c'est critique. Donc on opère des réseaux de transport, des bus, des trams, des vélos, des ferries, des trains, des métros pour une agglomération. Et donc on ne possède pas ces assets. Et en général, quand on répond à un appel d'offres, on va dire, voilà, avec ces assets et avec les personnes qui sont déjà là, les conducteurs, les contrôleurs, les mainteneurs, on va faire un peu mieux que d'autres boîtes. Asset manager, mais pas asset owner. Non, et people manager plutôt que asset owner. Et donc, ce qu'on propose, c'est de dire, nous, on va mieux gérer votre réseau public sous un modèle de délégation de services publics que n'importe quel opérateur du monde entier, qui soit basé à Hong Kong, à Paris ou à Londres. Et donc, on vend du leadership. Et c'est vraiment ça, l'essence, l'extrait sec de ce qu'on fait. Notre capacité à faire travailler les personnes en équipe, à faire travailler les réseaux ensemble, à apprendre les uns des autres. Et donc, à la question, j'ai réuni un peu quelques personnes de l'équipe à plusieurs niveaux, puisqu'on était en train de notre réflexion sur une charte managériale en ce moment, en se disant, tiens, qu'est-ce que vous me dites qu'il faudrait que je réponde à la question que Pierre-Étienne va me poser. Et on s'est accordé sur quelques petites lignes, un peu moins peut-être pragmatiques que ce que tu disais à l'instant, Gérald, en se disant, habilité à construire une vision ensemble, capacité à construire un système pour de la résilience dans le futur, parce que le moment vraiment très très vite, la conversation s'est arrêtée en disant, mais on veut pas du leader charismatique dont le départ fait l'effondrement de la boîte, du système, du sous-système, du réseau chez nous.
des autorités locales qui disent mais enfin Keolis c'était en fait Jane ou François et pas une boîte entière avec une résilience et donc dans ces caractéristiques on dit finalement le collectif fait confiance et mettent leur énergie, leur travail, le travail au sens noble du terme, à cette vision commune pour les humains et les territoires que l'on sert en tant qu'opérateur de transport public. Et donc par derrière, il y a un système de management, il y a une vision nécessairement, il y a cette vision, quelques caractéristiques de cette vision, elle doit être un peu décalée, pas forcément extrêmement disruptive. Dans certains secteurs, oui, mais en tout cas différenciante. Elle est spécifique à un territoire, à un collectif, à un produit. Et c'est vraiment de la rencontre entre la capacité à faire un système et une personnalité peut-être, de se dire... voilà, on a un leader. Le mot qui me vient, c'est en anglais, c'est où finalement le collectif willingly follows parce qu'il y a eu de l'écoute, parce qu'il y a eu de la construction, qu'il y a un échange que... Voilà, je suis ma leader parce que je sais qu'elle va m'aider à atteindre mon potentiel, voilà, de ce contrat moral. Et dans les conditions, pour y arriver, encore une fois, on s'est posé la question de manière très très empirique. On n'est pas revenu au bouquin et tout. C'est passer de l'autorité du rôle à l'autorité de la personne. Alors en anglais on dit role authority to personally earn authority. Ça fait que 6 mois que je suis de retour en France après 13 ans hors de France et donc je manie un peu mieux la langue de Shakespeare là-dessus. Voilà. Et donc dans ce système, on a aussi identifié quelque chose de très important, c'est la transparence du processus de décision. Et il y a quelques petites choses super importantes là-dedans. C'est le problem solving methodology, enfin, qu'il y ait de la clarté dans la capacité, dans le mécanisme de prise de décision, voilà, d'identification de quels sont les sujets, et que ça c'était vraiment une clé de voûte. Voilà, une clé de voûte du système. Et enfin, et alors le mot, j'étais très surpris en revenant encore en France que le mot est... n'existe pas ? Oui, si, il existe. Il est très français d'ailleurs, mais on me dit mais non, mais pas dans l'entreprise. C'est la justice et de dire que voilà, être juste. Décision juste. Voilà, la décision juste dans un contexte spécifique. Et puis on peut se tromper et on le reconnaît, mais que ça c'est absolument critique. Voilà. Donc quelques petits mots comme ça que j'ai glané des conversations avec les collègues. Juste plutôt que équitable, décision juste plutôt que équitable, tu maintiens le mot justice. Et puis peut-être, moi je reviendrai bien sur le authority earned, l'autorité gagnée. Là, ça revient à ce que vous disiez à l'instant sur ça se voit après coup. Voilà, j'arrive dans un rôle. Enfin, moi, c'est mon premier rôle de DRH. J'ai été manager toute ma vie, donc j'ai aucune légitimité technique. Je sais pas faire les payes. Ben non. Et puis je suis fan d'un projet de réforme de la paye. La paye française est la plus complexe qui soit en équivalent avec la belge. J'ai compris ça. Je pensais. Ben voilà. Équité plutôt que justice, justice plutôt qu'équité. C'était oui, et plus que paye.
Voilà, et donc là, il y a quelque chose de fondamental, je pense, dans l'être manager. Voilà. Et peut-être que dans 6 mois ou dans 10 ans, on dira j'ai été un bon leader d'une fonction RH ou pas, j'en sais rien. On te dira. Luc, toi, c'est ton quotidien et puis tu as une passion pour le sujet du leadership. Donc, comment tu définis simplement le leadership et le leader ? Je crois que ce qui est vraiment intéressant dans la conversation qu'on a, c'est que les mots qu'on emploie, et ça va être valable pour leadership comme pour responsable, dont on va parler juste après, ces mots, ils ont d'abord une signification dans un contexte donné. Et le contexte des années 50 ou des années 30 était un contexte bien différent. Gérald le disait tout à l'heure, un leadership de l'être. Il faut être d'une certaine manière, avoir certaines caractéristiques. Et si vous les possédez, alors vous serez un leader en toute occasion, dans n'importe quel environnement, face à n'importe qui. Une certaine arrogance dans cette définition-là. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre que plus on avance dans le temps, au cours des dernières années, plus on voit que finalement le leadership, il a une dimension qui est contextuelle, il a une dimension qui est, je dirais, transactionnelle avec les personnes qui sont autour de lui. Il se définit aussi par les gens qui suivent. Dit autrement, le followership peut-être est aussi intéressant que le leadership, et que, in fine, la vraie question qui subsiste, c'est de quelle manière j'arrive à faire éclore le talent des autres, comme le disait Bernard, autour d'un projet donné. Et je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, dans cette définition qui est très très vaste, dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire quel est le projet. Et pendant des années et des années, je dirais même des décennies, la question du leadership a été complètement transparente à un point que vous venez d'aborder, qui est le point de l'éthique, de la justice, de la morale. Finalement, le leadership du dictateur vaut aussi bien que le leadership de celui d'une entreprise qui aurait une vocation sociétale, environnementale, etc. Et je pense que ce point-là, il est en train de tomber. Et je pense que la manière dont il est en train de tomber est tout à fait utile, intéressante et passionnante pour la manière dont ça va structurer les organisations dans leur rôle sociétal, environnemental dans les prochaines années. Honneur aux dames. Agnieszka, c'est quoi le leadership ? Ça devient de mieux en mieux la prononciation déjà, donc c'est bien. Non, moi je rejoindrais un tout petit peu ce qu'à un moment certains ont invoqué en disant que finalement, je ne suis pas sûre s'il y a une définition unique, et ce serait triste si on avait une, parce que ça voudrait dire qu'on est tous une armée de clones, et à un moment on a beaucoup parlé, c'était un peu le mot à la mode, le leader authentique, au point qu'on faisait des workshops en disant mais comment être authentique, ce qui est déjà un peu en contradiction en soi, mais bon voilà, c'était certains c'était un bon business en tout cas, et donc mais voilà, mais je pense qu'il y a une pluralité du modèle de leadership. Il y a aussi des aspects culturels, en France par exemple, c'est très très important de bien parler, de bien s'exprimer, etc. Ça l'est peut-être un peu moins dans certains pays du Nord où il y a où c'est pas le trait le plus recherché du leader. Bon, après il y a quand même un peu le minimum standard, ce qu'on appellerait, c'est-à-dire il y a certains traits qui sont encouragés. Voilà, encouragés ou nécessaires. Je pense qu'il y a, mais là, bon, je rejoindrai ce qui s'est beaucoup dit, c'est l'avantage un peu de passer à la fin, c'est qu'on peut reprendre des idées, mais il y a certainement le côté enabler, le côté accompagner les équipes, accompagner... get the best out of the team, prendre un peu le... Et ça, chez Total Energy, on travaille pas mal là-dessus parce qu'il y avait vraiment le côté un peu vertical, où c'était le manager sachant, le leader sachant, un peu expert, etc. Et donc on essaye de converger, c'est pas toujours évident, mais on essaye d'aller plus sur un peu le manager coach, qui est un modèle un peu plus horizontal du leadership, du management. Donc il y a cet aspect-là. Après, mais là je rejoindrai aussi certains, il y a un peu le côté vision, le côté stratégique, le côté purpose-driven, donner du sens ou une raison d'être. Puis derrière, embarquer les gens là-dessus. Et puis la dernière chose, et là bon, je repars peut-être plus sur le côté responsable, c'est
Mais vous l'avez dit aussi, c'est un peu le walk the talk, c'est-à-dire faire, et ça je pense que c'est de plus en plus demandé par les gens, les salariés, quelqu'un qui finalement se comporte, qui donne l'exemple, le côté un peu exemplaire du leader. Voilà. Alors peut-être pour te faire réagir, y a-t-il au sein du groupe Total un leadership model ou non, tu ne veux pas d'un leadership model? En toute authenticité. Moi, toujours, ça m'agace, ce leadership model, mais à chaque fois parce que bon, je suis chez Total Energy depuis 7 mois, avant j'étais chez Technip FMC, et c'est vrai qu'à chaque fois, mon équipe me dit, il faut un leadership model. Et en fait, ils se ressemblent tous, mais il faut un leadership model. Bon, à chaque fois, ça m'agace, mais à chaque fois, je me résigne qu'il faut bien un leadership model, parce qu'à la fin, il faut quand même une base pour pouvoir former les gens, etc. Donc oui, on en a un qui regroupe certains de ces comportements, dont d'autres. Hein. Il y a quelques autres. Il y a le côté autoporteur, que j'arrive même pas à prononcer. Mais voilà, il y a un certain nombre de traits qui permettent derrière, effectivement, de cibler un tout petit peu plus la formation ou le coaching, le mentoring sur ces aspects-là. D'accord, merci. Alors ça nous permet de passer à la deuxième partie de la discussion, qui est le leadership responsable. Responsable, ça pose des questions. Responsable de quoi? Responsable vis-à-vis de qui? Et puis avec la planète qui brûle depuis 20 ans, responsable dans quelle temporalité? Responsable jusqu'à quand? Voilà. Donc peut-être sur ces questions fastoches, faciles, quels sont, peut-être Gérald pour commencer, leadership responsable. Déjà, est-ce que c'est un pléonasme ou pas? Est-ce que le leadership doit être authentique et vis-à-vis de qui? Je te laisse la parole. C'est le gros piège quand même. Donc moi je pense toujours que le leadership est responsable, effectivement, ce sont des synonymes, ça devrait l'être. Maintenant je vais rebondir sur authentique. Vraiment, c'est une conviction très très forte. Je crois qu'on s'en fiche un peu de qui est le leader. Pourquoi? Parce que d'abord, est-ce que le leader, il sait lui-même qui il est? Je ne suis même pas sûr. Bon, désolé, là je prends ma casquette un peu psycho, mais ça c'est un. Et puis deux, surtout on s'en fiche, sinon on est en risque de tomber, on l'a vu avec un président américain récent assez connu, on tombe dans une vision narcissique du management. Regardez qui je suis, hein. Regardez qui je suis. Non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment l'impact. C'est pour ça que j'insiste vraiment beaucoup. Si pour moi, le leadership se conjugue au verbe faire, et les contextes peuvent varier, comme tu l'as dit, et ils varient tout le temps, d'une entreprise à l'autre, d'un moment à l'autre, etc. Donc le leadership, c'est prendre parti, prendre position. Maintenant, et ça c'est quelque chose qui est toujours très délicat quand on parle de leadership model, parce que beaucoup de gens se disent « Oui, non, mais le PDG, il bosse à long terme. » Alors inconsciemment, on se dit « Tiens, c'est à long terme. » Donc, en gros, si c'est à long terme, on ne s'est pas pressé. Non, au contraire. C'est parce que c'est long terme que ça se prépare maintenant. Hein, comme le disent les Chinois, j'aime beaucoup ce proverbe. La dernière fois que c'était le bon moment pour planter un arbre, c'était il y a 30 ans. La prochaine window of opportunity, c'est maintenant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le long terme, il se prépare maintenant. Il ne se prépare pas à long terme. Donc, il va prendre position par rapport à ça. Et pour moi, le leadership responsable, il va préparer son organisation sur les 10 prochaines années, avec ce qu'il ou qu'elle sait de maintenant. Ça peut changer. Donc, non seulement je pense que le leadership n'est pas forcément authentique, pour plein de raisons qu'on peut évoquer cet intérêt, je pense même le contraire, en fait. Je pense même le contraire. Je pense que le leadership peut vouloir se montrer authentique, mais c'est très différent. En revanche, si on regarde un trait, peut-être, ça fait partie du minimum standard, comme tu l'as dit, le decision making. Je crois que vous en avez parlé. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Un leader, c'est un décideur. C'est comme ça que s'appelle ton groupe, je crois. Un leader, c'est un décideur. Mais pas un décideur, je reviens à mon président américain. Décider, ça ne veut pas dire être impulsif, avoir une lubie, une intuition. Non, non. On parle de décision au sens de légitime, comme tu l'as dit, au sens de data-driven. Et moi, en tant que consultant, je suis toujours étonné. On voit pas mal de référentiels passer. Et puis, on voit toujours, bon, ça, c'est l'ancien référentiel, mais ça, c'est des concepts un peu anciens. Et ça, c'est le nouveau référentiel, c'est très moderne. Et bien, dans les choses soi-disant modernes, aujourd'hui, on voit make data-driven decisions. Et quand je vois ça, je suis toujours estomaqué. Je me dis, non, mais il n'y a rien de nouveau. C'est l'essence même du leadership et de la décision. Décider, ça ne veut pas dire j'ai une lubie.
Alors, moi, sur le point de data-driven, c'est sûr qu'avec Amazon qui a popularisé le concept de les managers doivent décider en fonction de la data, et de la data qui remonte maintenant à grosse vague par les systèmes d'information, on capture tous les clics, voire le tracking de la souris, etc. Ensuite, je voudrais challenger Gérald, que j'aime bien quand même. Je voudrais challenger Gérald. Moi, il m'a déçu. Hein. Et quand il me dit le leadership n'est pas authentique, au début, j'étais pas d'accord. Puis en l'écoutant, j'avoue que bon, d'accord, je comprends ce qu'il essaie de dire. Alors du coup, je suis toujours pas tout à fait d'accord. Mais déjà, donc moi, je définis le leadership comme authentique. Là où il a été un peu plus loin que moi, c'est qu'il dit oui, mais le leader, il est là pour rassembler. D'accord ? Et pour rassembler, il doit aussi s'asseoir sur ses propres convictions à certains égards. Et donc, il n'est pas authentique. D'accord ? Donc, je te repose la question, est-ce que le leadership est authentique ? Je suis désolé, la question est compliquée, mais moi, je pense qu'il est authentique, et pourtant. S'il est authentique, c'est un hasard. C'est pas une nécessité. Je donne toujours cet exemple. Tiens, d'ailleurs, on le connaît, toi et moi, mais on va pas le nommer. Je connais le directeur général d'un grand groupe qui est vu comme l'un des modèles, si ce n'est le modèle d'ailleurs, en termes d'inclusion, et en particulier de gender diversity. Maintenant, ce directeur général, si vous le connaissez personnellement, il est profondément misogyne, mais totalement misogyne. C'est-à-dire que si jamais il exprimait ses convictions, il dirait, ben non, le boulot c'est pour les hommes, et puis les femmes doivent rester à la maison. C'est fondamentalement ce qu'il pense. C'est pas ce que je pense, c'est ce qu'il pense. Néanmoins, il a fait de son entreprise un modèle de gender diversity. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il n'est pas bête non plus, il a fait le constat, il a eu l'intelligence que dire, si je veux que mon entreprise brille, si je veux attirer les talents, si je veux réussir, eh ben, je vais devoir me montrer inclusif. Et donc c'est pour ça que je dis, c'est quoi l'authenticité ? Parce que c'est un grand mot. On va essayer de le simplifier. L'authenticité, c'est quoi ? Il y a cohérence totale entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Et on voit bien que dès la première combinaison, ben non, il n'y a pas cohérence entre ce que je pense et ce que je dis. Et je vous trouverai plein d'exemples où malheureusement, le patron de Total Energy, un autre patron, a dit quelque chose et une semaine après, les faits lui donnent tort. Et donc, du coup, il va faire quelque chose qui n'est pas ce qu'il a dit. Donc, par définition, pour moi, on va prendre un autre mot à la mode, au contraire, le leader est quelqu'un qui sait naviguer l'ambiguïté, parce qu'il y a toujours un risque de dissonance entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Donc, j'insiste là-dessus, si le leader est authentique, c'est un hasard. En revanche, le leader peut avoir intérêt pour son entreprise à se montrer authentique dans certaines occasions. Ce qui est différent, ce qui se conjugue au verbe faire et non pas au verbe être. Donc déjà, il y a l'authenticité, qui est entre ce que je dis et ce que je fais. Là, c'est plus classique, c'est plus facile. Puis il y a celle invisible entre ce que je pense et ce que je dis. Et que pour rassembler, pour engager, parfois je m'assois sur mes convictions, ou j'affiche des convictions qui ne sont pas forcément totalement sincères, mais qui sont calculées pour entraîner, j'ai envie de dire. Voilà. Alors moi, je continue à penser qu'un leader est authentique, en tout cas sur une grande palette de ce qu'il dit. Voilà. Peut-être sur ce sujet, Clément, pas forcément sur l'authenticité, mais sur le leader responsable. Merci. Le leader responsable, c'est quoi un leader responsable ? C'est quoi être en responsabilité ? Est-ce que c'est y tendre à être responsable ou est-ce que c'est en être responsable ? Merci de ne pas m'avoir posé la question sur l'authenticité parce que j'aurais été un peu mal dans le débat là. Alors sur responsable, un sujet facile. Je continue à me dire qu'est-ce que j'aurais répondu. Donc voilà. Responsable. Moi, j'aime bien l'idée de dire, de mettre le mot responsable après leader, parce que pour se redire les mots, on définit quelque chose, même si ça peut pour certains paraître une tautologie, mais voilà, quand on dit ça va mieux en le disant, voilà, responsable vis-à-vis de qui voilà, alors je suis désolé, je reviens à mes réseaux de transport. Non, ta mission statement, fiable, voilà. Inclusif, au service des territoires et des humains. Voilà. Responsable de tout ça.
Et donc dans un territoire, de le comprendre, de comprendre le mapping de tous les stakeholders, d'avoir une vraie compréhension des enjeux du 21e siècle, hein, voilà, la catastrophe écologique, la fracture sociale, la digitalisation. Je suis dans mon territoire, je comprends ce que les humains qui le constituent, c'est toujours difficile de dire autre chose que humain, parce que citoyen, ça dit mais si t'es pas citoyen, qu'est-ce que ça veut dire? Donc vraiment, voilà, toutes ces personnes-là, je suis réfugié ou je suis sans papier, je prends quand même les transports. Enfin voilà, donc c'est tout l'écosystème. Et puis qu'est-ce que ce territoire, those communities, hein, je trouve fascinant qu'en français et en anglais, territoire, community, c'est des mots qui sont très très différents pour Toi, tu penses communities en anglais, donc on parle du lieu en français, qui constitue donc un territoire. J'aurais dû commencer par eux, mais tous les collaborateurs qui constituent et qui sont aussi partie prenante du territoire elle-même, hein, qui éluent les élus qui vont ensuite éventuellement nous donner des contrats. Donc un besoin de comprendre tout ça. J'aime bien dire de manière très très caricaturale qu'il y a 30 ans, un patron de réseau, c'était quelques bus diesel qui allaient de quartier où maintenant il n'y a plus personne, à des usines qui ont fermé depuis 1970, à maintenant, et ben voilà, de la multimodalité, de la compréhension des mobilités douces, comment est-ce qu'on peut aider à la marche à pied, le vélo électrique, les trottinettes, écosystémique. Voilà, complètement, et de faciliter les échanges, et y compris, ça a été dit sur le panel d'avant, hein, la démocratie, hein, la participation des citoyens à la démocratie. Et tout ça en se disant, ben voilà, comment je facilite la transition écologique, comment donc je minimise l'impact sur la planète, et tout ça, on est vraiment au cœur de tout ça. Et alors c'est peut-être un peu plus facile dans notre secteur d'activité, parce que justement, par essence, on est là pour aider à lutter contre l'autosolisme, le transfert modal. Pas de diesel. Mais alors, peut-être parce que avant d'être un DRH qui ne sait pas faire des payes, tu as été un manager qui sait manager. Et donc la question, c'est comment lutter contre les externalités négatives, y compris les externalités sociales, puisque leader responsable, c'est lutter contre les externalités sociales et environnementales, ce que tu me disais en préparant ce panel. Et donc là-dessus, c'est de les comprendre. Donc il y a un effort de formation formidable, hein, parce que les gens qui sont rentrés dans cette industrie n'ont pas compris tout ça au départ, étaient plutôt des grands optimisateurs de réseaux de transport, plutôt que des leaders qui comprenaient leur écosystème, qui savaient interagir avec l'écosystème, l'écouter, et ensuite faire des propositions qui répondent à des besoins extrêmement locaux. Donc, clé numéro 1, leur donner une pensée écosystémique et pas juste une pensée technique. Bah, complètement. Okay. Je pense que ça peut être utile pour les gens dans la salle qui ont le même type de problématique, même si c'est pas avec des bus. Et ensuite, pour revenir à la pensée systémique, se dire que ensuite, quels sont les mécanismes, le système de management qu'on met en place dans la boîte pour pouvoir ensuite interagir avec sincérité avec l'écosystème, les parties prenantes autour. Ça aussi, c'est important. Et éventuellement même par exemple mécanisme de rémunération je mets dans la boîte pour que la transition écologique ça soit vraiment un objectif des managers, que la réduction des externalités négatives ça soit important. D'accord. Les incentives. Ouais. Là, les RH ont du poids. Alors peut-être Luc, partie responsable vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quelle partie prenante et vis-à-vis de quel enjeu, people, profit, planète. Bon, profit c'est connu, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche pas, mais c'est un acquis capitaliste. Et donc, profit and planet, comment dans tes conseils, dans les conseils du groupe GZCRN, comment tu fais prendre conscience des autres parties prenantes, voire des parties constituantes, les salariés, hein, le bacon et pas seulement l'omelette, pour ceux qui étaient au panel précédent. Donc, comment tu vois les parties prenantes et le responsable vis-à-vis de qui ?
Oui, je pense que, enfin, encore une fois, le mot, il est important dans son contexte. La notion de responsabilité, si c'est la notion de responsabilité au sens fonctionnel, exercer des responsabilités, j'aurais tendance à dire que le leadership responsable, c'est un truc qui est complètement secondaire, parce que c'est une tautologie. Si vous avez du leadership, vous exercez des responsabilités, on a terminé l'affaire assez simplement. Je pense que la question de la responsabilité, c'est le périmètre sur lequel il s'applique, c'est-à-dire responsable vis-à-vis de qui et sur quoi. Or, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a longtemps eu quelque chose qui dépendait finalement de la philanthropie de l'entreprise, c'est-à-dire finalement la fondation de Total ou d'autres, les actions qui sont faites avant en matière sociale, enfin bref, toutes ces questions-là sont intéressantes, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'elles ne descendent pas à l'intérieur de l'organisation. C'est-à-dire le niveau de capillarité de la responsabilité vis-à-vis des parties prenantes, sur les process de l'entreprise, vis-à-vis des parties constituantes, pour reprendre ce qui était dit au panel 1, c'est-à-dire des gens qui constituent l'organisation, ce niveau de responsabilité-là, il va être dans tous les niveaux de l'entreprise. Et donc, une des questions fondamentales, et j'aime beaucoup ce que dit Clément, c'est comment, finalement, on va donner les moyens à tous les gens qui sont en situation de prise de décision d'exercer ce leadership responsable vis-à-vis des parties prenantes, des parties constituantes et de l'ensemble de l'écosystème. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que finalement, vous vous doutez bien que le rôle qu'une entreprise peut avoir sur le plan sociétal, elle ne l'aura que si tout le monde s'y colle. Pardon d'être aussi direct, mais c'est-à-dire si on redescend au niveau de l'ensemble des gens qui sont dans des situations de décision et qui vont avoir un impact sur leurs fournisseurs, sur leurs parties prenantes, sur leurs partenaires, sur leurs clients. Et c'est cette idée fondamentale qu'il faut arriver à faire redescendre dans les étages. Et ça suppose effectivement, Clément le disait, de former les gens. Ça suppose aussi de les sensibiliser et aussi de leur donner peut-être des canevas de décision qui intègrent cette dimension-là de façon pleine et entière, peut-être un lien avec la notion de performance non financière de l'entreprise. Tous ces gens-là sont responsables de la performance, y compris non financière. Donc c'est élargir très très largement les critères sur lesquels on prend les décisions. Agnieszka, je sais que dans 5 minutes tu dois partir, donc peut-être avant que tu nous fausses compagnie avant la fin du panel, comment tu vois le leadership responsable qui se conjugue au verbe faire au sein du groupe Total? Alors, bon, il y a déjà le côté dont on a un tout petit peu parlé, responsable en sens faire ce qu'on dit, etc. Après, il y a toute la partie responsabilité vis-à-vis des parties prenantes dans Luc, c'est ça? Oui, Luc, voilà, pas Loïc. Luc a parlé et bon là, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire quelque part c'est rien de nouveau parce que le manager, le leader était toujours responsable. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que avant c'était la responsabilité par rapport aux actionnaires, maintenant les salariés éventuellement, puisque les notions sécurité, etc., les fatalities, c'était toujours des critères sur lesquels on évaluait les managers. Maintenant, de plus en plus, ça s'étend et il y a de plus en plus d'attentes par rapport au leadership. Donc, en interne, en externe, par rapport aux parties prenantes, par rapport aux gens, en interne et en externe, et par rapport à la planète. Et puis derrière, il y a tous les arbitrages à faire. Est-ce qu'on va faire moins de profit pour que la planète en profite plus, etc. Donc voilà. Donc après, bon, pour nous, la partie environnement, c'est assez évident parce que c'est la partie, c'est tous les enjeux de la décarbonisation, de shifter du pétrole et du gaz à de l'électricité renouvelable, biogaz, etc. Et là, c'est vrai qu'on va par exemple évaluer de plus en plus les managers à regarder sur un nouveau projet, de regarder non seulement l'impact profit, cash, mais aussi quelles sont les émissions, etc. Donc on va les forcer, on va les former. Et on va les forcer à prendre cette double approche. Et puis après, il y a toute la partie sociale, je dirais, en interne, où, Gérald, tu parlais de l'automobile tout à l'heure, nous, on est effectivement dans les mêmes genres de problématiques. Il faut qu'on fasse cohabiter les métiers nouveaux avec les métiers un peu plus traditionnels. Il faut qu'on embarque les métiers traditionnels quand même, parce qu'on se repose énormément sur eux. Donc c'est facile de dire
dire tout ça c'est sympa, c'est nouveau, c'est glamour, etc. Mais il y a quand même la majorité des gens embarqués. Il y a cette responsabilité de ne pas se mettre tout d'un coup à recruter plein de gens dans les métiers anciens. Tout le côté upskilling, reskilling, etc. Donc ça c'est je dirais c'est de la responsabilité. Accompagner, voilà. Par l'upskilling. Les métiers, ça c'est en interne. Et après, en externe, on a un peu parlé, c'est l'énergie abordable pour nous, évidemment, mais c'est aussi savoir partager les savoir-faire avec, je sais pas, par exemple, des écoles de production, des choses comme ça, où on prend les savoir-faire traditionnels d'une entreprise et on dit, voilà, on partage le savoir-faire à l'extérieur. Donc c'est un peu sur toutes les parties prenantes. Mais la partie, je dirais, mapping des parties prenantes et travailler avec les parties prenantes, c'est fondamental. Et alors pour être un leader responsable, je lui ai promis de la libérer pour qu'elle soit un leader responsable vis-à-vis de sa visio de 700 personnes dans le groupe Total. Donc merci. Il y a moins que ça. Si vous pouvez applaudir Agnès qui doit nous quitter un petit peu avant. Merci Agnès. Et donc je me tourne peut-être vers Bernard Sabrier sur leadership responsable. Tu as ouvert les débats sur c'est celui qui s'efface, c'est celui qui guide, c'est celui qui pense aux autres et qui a d'opportunisme. C'est quoi responsable dans un groupe de private equity et peut-être une question aussi, pourquoi avoir apporté ton fonds d'investissement, ton entreprise à une fondation? D'abord, j'ai l'impression que ces dernières années, le mot responsable, l'horizon s'est élargi. Et l'horizon s'élargissant, chacun doit mener différents combats en fonction de sa perception, en fonction de ses ambitions, en fonction au fond de qui vous voulez être par rapport ou comment vous voulez être inclus ou qu'est-ce que vous voulez apporter à une société. Donc je pense que chaque entreprise va y aller de son combat et que malheureusement, au fond, il y aura, et ça va contre l'authenticité, il y aura une certaine hypocrisie quand le marché va décider. Parce que si le marché, tout à coup, enfin, c'est pas notre cas, on n'est pas une entreprise cotée, mais si vous êtes une entreprise cotée et vous vous apercevez que votre valorisation dépend d'un certain nombre de critères autour du mot responsable, peut-être que vous allez mener des combats qui vont être des combats pragmatiques pour atteindre une certaine perception de ce que sont les investisseurs, de ce qu'est le marché, de ce qu'est le public, de ce que sont vos stakeholders. Et je crois que malheureusement, on ne va pas pouvoir être bien pour tout le monde et tout le temps. Donc, je crois qu'à la fin, le leadership responsable, même dans le monde d'aujourd'hui où le mot responsable a pris une notion beaucoup, beaucoup plus large, vous devrez définir vos priorités et mener vos combats. Alors pour certains, la priorité, ça va être de mener à bien une mission. Pour d'autres, ça va être d'avoir un équilibre entre le profit et la planète. Pour d'autres, ça va être d'inclure un maximum de gens ou d'avoir une responsabilité sociale. Donc, moi, j'ai apporté l'ensemble le contrôle d'Unigestion à une fondation caritative, d'abord parce que j'en avais créé une autre 25 ans avant, et je trouvais que c'était intéressant aussi pour la pérennité. À la fin, vous parliez de Churchill tout à l'heure, on s'est préoccupé de Churchill après coup. Au fond, est-ce qu'un vrai leader, c'est pas l'empreinte que vous laissez 5 ans ou 10 ans après? On voit que dans certaines entreprises, aujourd'hui encore, on parle d'un leader qui n'est plus là depuis 15 ans ou 20 ans, mais qui a laissé une marque et que cette marque demeure. Comme les bibliothèques Rockefeller aux États-Unis. Voilà, exactement. Et donc laisser une empreinte. Alors, on a un peu, en débattant, essayé de définir le leadership et le leadership responsable, vis-à-vis notamment des parties prenantes. Moi, je voulais vous donner une définition du leadership qui résiste, je trouve, à tous ces tests. C'est que le leadership, c'est un système de gouvernance. Ce n'est pas une série de qualités, une longue liste de qualités. Excuse-moi. C'est un système de valeurs, mais surtout un système de gouvernance. On parlait de verticalité, d'horizontalité, c'est ressorti plusieurs fois. Et c'est un système de gouvernance qui, en fait, a toujours, quels que soient les styles, les leadership models, toujours des ingrédients
ou plus exactement une ADN et non pas des ingrédients identiques. Premier morceau de l'ADN, c'est l'adhésion. C'est un système de gouvernance fondé sur l'adhésion et non pas sur la verticalité. Un système de gouvernance fondé sur l'adhésion, pas le pouvoir, pas la contrainte, mais l'adhésion. Deuxièmement, c'est l'autorité, tu l'as dit Clément, l'autorité de l'exemplarité. Ce n'est pas fondé sur le poste, c'est fondé sur qui on est, comment on agit, comment on fait, l'autorité de l'exemplarité. Donner, incarner un exemple, et ça n'a rien à voir avec la fonction ou le statut. Il y a des décideurs qui n'ont pas de leadership, et il y a des leaders qui n'ont pas de statut et pas de fonction. Troisième morceau de l'ADN, c'est le mouvement. Qui suivrait un homme triste à quai? Il n'y a pas de leader sans une vision, sans un objectif, sans un mouvement qui tend vers l'objectif. Ensuite, c'est quelque chose qui est mal compris, avec des mots, voilà, love, affection. Il n'y a pas de leader sans affection. Le leader a de l'affection pour sa cause et de l'affection pour les siens, c'est-à-dire ceux qui suivent avec lui la même cause. Ils sont tous followers de la même cause. D'accord ? Et donc cette affection, on le voit peu en entreprise, on se l'interdit presque, hein, gender issues, de parler d'amour pour ses collaborateurs, de parler d'affection en entreprise, et pourtant. Et puis le dernier ingrédient, bah, c'est la noblesse de cette cause, puisqu'il n'y a pas de followership, il n'y a pas de leadership sans une adhésion commune à une cause. Et donc la noblesse de cette cause, aujourd'hui la cause commune, c'est de plus en plus la planète, parce qu'on a la même cause, hein, on est sur le même morceau de caillou dans l'univers. D'accord ? Et donc, quelle que soit la cause de votre entreprise, en tant que citoyen, on a une cause à défendre qui est peut-être aussi la responsabilité vis-à-vis de l'humanité et vis-à-vis de la planète. Voilà. Donc merci d'avoir avec nous essayé de définir cette chose essentielle et de la rendre plus concrète. Petit clin d'œil. Merci Bernard d'être venu depuis Genève et merci aussi d'avoir laissé une trace déjà avec une gestion et en plus en l'apportant dans une fondation qui permettra de faire durer l'impact que tu as. Merci. Merci.